Eh bien, bonjour à tous, ou rebonjour pour la plupart. Merci d'être là pour cette conférence qui va être très très intéressante à mon avis, mon humble avis. La conférence, elle va se dérouler en deux parties. Une première partie où Delphine et Daniel vont nous présenter leur projet avec pas mal de diapositives. Et puis ensuite, eh bien, il y aura tout un grand moment pour les questions. À peu près moitié-moitié, et l'ensemble dure 1h30. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de Delphine et Daniel? Déjà, moi, je trouve que ce projet, il est très intéressant. Je suis allée visiter leur forêt-jardin et j'ai été assez bluffée par tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Je crois que ce projet a été réalisé au tout début en 2021. Mais après énormément d'études, quand ils étaient à Paris, ils se sont auto-formés sur beaucoup de domaines. Donc leur projet, il est vraiment basé sur beaucoup de connaissances scientifiques. Et puis, ce qui m'a bien plu, c'est aussi qu'ils mettent vraiment en avant une vie joyeuse. Et ça, franchement, c'est génial. Donc, je ne vais pas en dire tellement plus, sauf quand même que j'ai mis une boîte parce que cette conférence, elle est en libre participation. Voilà. Donc, je laisse la parole. C'est bon ? Parfait. Merci beaucoup, Laurette. Merci beaucoup à tous pour l'organisation. Voilà, donc on s'appelle donc Delphine et Daniel, comme a dit Laurette, et notre projet s'appelle La Forêt Jardinée. La conférence va se découper en plusieurs parties. Dans la première partie, on va parler de la création de notre forêt-jardin, comment ça s'est passé. La seconde, ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et la troisième, ce qu'on va développer dans les années à venir. Et la quatrième, des choses que vous pourriez tenter chez vous si vous avez envie. Allez. Donc notre projet a 4 piliers. Donc le premier, c'est l'agriculture régénératrice. Le second, c'est la biologie. Le troisième, la nutrition. Et le quatrième, la psychologie. Aujourd'hui, on va vraiment parler uniquement du pilier agriculture régénératrice. On est donc à Saint-Étienne-d'Albagnan, sur un terrain de 20 hectares. On a 17 hectares de forêt et 3 hectares de prés. Et actuellement, on a planté sur environ 2000 m² la forêt-jardin. On est à 260 mètres d'altitude, on est en climat méditerranéen et notre zone de rusticité est 8B. C'est quoi la zone de rusticité ? 8B, c'est en fait il y a une échelle pour les zones de rusticité et 8B, ça veut dire c'est une mesure sur l'échelle qui veut dire les températures minimum qu'on va vivre en hiver, une fourchette des températures minimum qu'on va vivre en hiver. Voilà. Donc, sinon, à partir de 2015, pour un certain nombre de domaines, et à partir de quelques années avant ça, pour d'autres, on a commencé à étudier les domaines des 4 piliers de notre projet. On a appris auprès des pionniers et des experts dans chaque domaine, par exemple des ingénieurs agronomes, des biologistes, des botanistes, des scientifiques, des pionniers dans la permaculture et dans l'agroforesterie, des docteurs, des médecins, des thérapeutes et des psychologues. Ce qu'on a trouvé, c'est avec les meilleures connaissances scientifiques d'aujourd'hui, il existe des solutions pour toutes les plus grandes problématiques planétaires. Le souci, c'est que beaucoup de ces solutions ne sont pas très connues. Donc, l'ensemble de ces solutions sont capables de créer un nouveau paradigme
on sait, je pense tous, que le paradigme actuel a des grands soucis à régler. Et donc, nous œuvrons, nous, pour montrer des exemples concrets chez nous et dans nos vies, des solutions concrètes pour co-créer un nouveau paradigme avec vous, avec tous les acteurs. Donc sinon, t'allais ajouter autre chose? Oui, voilà. Donc, ces solutions permettraient de réconcilier l'être humain avec le reste du vivant et avec lui-même. Donc sinon, on est pépiniériste d'arbres fruitiers, certifié bio. Notre pépinière est à Saint-Étienne-d'Albagnan. On a une grande diversité de fruitiers. Voilà, si ça vous intéresse, sur notre site internet, il y a beaucoup d'informations. Donc, ah oui, c'est à toi. Ouais, voilà. Donc, on peut définir déjà ce que c'est une forêt-jardin, aussi appelée jardin-forêt ou forêt nourricière ou forêt comestible. Donc, c'est une forme d'agroforesterie successionnelle, régénératrice, nourricière. Donc, agroforestier, ça veut dire qu'on travaille plutôt avec la forêt, les arbres, les plantes vivaces, la végétation climatique de cette région qui est de la forêt parce qu'il y a plus de 550 mm de pluie par an. Successionnel, ça veut dire que nous planifions la succession dans l'espace et dans le temps des végétaux, selon leur taille, selon leur espérance de vie. Régénératrice, parce que ce n'est pas de l'agriculture extractive comme ce qui est pratiqué aujourd'hui et depuis un moment. Donc, les parcelles sont agrandées, améliorées, enrichies chaque année en produisant de l'alimentation. Nourricière, parce qu'on ne plante pas des forêts avec des espèces qui ne peuvent pas nous nourrir. Donc, ces forêts-jardins sont dominés par des espèces nourricières. Pourquoi cette nouvelle forme? Bon, aujourd'hui, l'agriculture dominante est un peu en conflit avec l'écologie. On peut réconcilier l'écologie et l'agriculture en cultivant la végétation climatique, c'est-à-dire la forêt. Cette forme d'agriculture est capable de résoudre tous les problèmes causés par l'agriculture dominante aujourd'hui. Et donc, à quoi ressemble une forêt-jardin? En fait, on va cultiver chacune des 7 strates qu'on trouve dans une forêt naturelle et on va y mettre des plantes nourricières. Donc, les 7 strates, c'est, si on part d'en bas, il y a les tubercules, les couvre-sols, les herbacées, les buissons, les arbustes, les arbres et les plantes grimpantes qu'on va faire grimper dans la végétation. Qu'est-ce qu'on peut cultiver dans une forêt-jardin? Donc, en gros, la réponse, c'est à peu près tout. C'est la structure qui va être différente. Donc, on va y trouver des fruits, des légumes, des graines, des noix, des céréales en petite quantité dans des clairières. On peut y intégrer de petits élevages. On peut y trouver des champignons, des fleurs comestibles, des herbes aromatiques. On peut aussi y intégrer du bois de chauffage, du bois d'œuvre, de la sève, des récoltes de sève. Voilà. Enfin, en gros, les champs des possibles sont ouverts. Dans une forêt-jardin, on essaie de mettre un maximum de biotopes. Donc, ce n'est pas une forêt à canopée fermée. On peut visualiser ça, mais ce n'est pas ça. Donc, il y a des zones où la canopée est fermée et puis d'autres où la canopée est ouverte, des clairières, des lisières, des zones aquatiques. Donc, ça permet d'installer un maximum de biodiversité dans ces biotopes, dans ces niches écologiques. Donc, cette forme d'agriculture a été pratiquée depuis des milliers d'années dans les tropiques. Dans le climat tempéré et subtropical, ça fait 70 ans à peu près. Voilà, mais les principes sont pareils, c'est juste les espèces qui changent. Donc, par exemple, les pionniers qui nous ont inspirés, bien sûr, les
fondateur de la permaculture, Bill Mollison, et David Holmgren. Leur élève, Jeff Lawton, qui est une référence aujourd'hui dans la permaculture et a des projets renommés sur plusieurs continents. Martin Crawford en Angleterre, Permadynamics en Nouvelle-Zélande, Graham Bell en Écosse et Sepulture en Autriche. Il y a bien d'autres, mais ils nous ont inspirés particulièrement. Donc la création de notre forêt-jardin, donc ça a débuté les toutes premières plantations au printemps 2020, et puis après la grosse vague de plantations était à l'automne 2021, et ça s'est prolongé depuis. Chaque année, on ajoute plus d'arbres, plus de végétaux nourriciers. En 2021, on a dû planter environ 350 végétaux nourriciers, et puis là, on a ajouté, je ne sais pas combien, on n'a pas fait le compte exactement, mais enfin on est à plusieurs centaines d'arbres fruitiers. Voilà, c'est très divers et c'est pas fini, c'est-à-dire qu'on a vraiment, pour le moment, on s'est vraiment axé sur les strates supérieures et petit à petit, on va vraiment densifier les strates inférieures. Nos objectifs, c'est l'autosuffisance alimentaire à terme. C'est aussi d'avoir une forêt-jardin qui soit relativement facile d'entretien, où les récoltes soient vraiment beaucoup basées sur les arbres et les plantes vivaces, pour avoir moins de travail que s'il y a l'équivalent en plantes annuelles. Donc bien sûr, les plantes annuelles font partie de la forêt-jardin, mais on axe vraiment une grande quantité de la récolte sur les plantes vivaces. Sinon, on vise une diversité alimentaire sur l'année, vu qu'on vise l'autosuffisance alimentaire, une haute qualité gustative et nutritive, une autonomie en biomasse, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Au départ, on a fait pas mal d'imports de fumier, de paille, de broyat, etc. On est parti d'une ancienne vigne très appauvrie. Mais là, maintenant, on est en train de mettre de plus en plus en place le fait d'être autonome en biomasse, donc de cultiver sur place le paillage et la fertilité pour le lieu. Et aussi, aucun traitement, on sélectionne des espèces et des variétés qui soient résistantes aux maladies. Donc on fait 0 traitement, même pas bio. C'était à la base une ronceraie quand on a commencé. Donc c'était en gros un champ de ronces avec quelques arbres. Et parmi ces ronces, on a fait des chemins, des alcôves, et on y a planté les végétaux. Et en fait, on a fait ça parce qu'on voulait travailler avec la succession écologique. La succession écologique, c'est comment la nature part d'un lieu donné et va à la végétation climatique du lieu. La végétation climatique ici, comme Daniel a dit, vu qu'il y a plus de 500 mm de pluie par an, c'est la forêt. Donc du coup, par défaut, la nature avance vers la forêt. Et donc, en fait, comme c'était des ronces, les ronces sont là pour installer la forêt. Donc on voulait travailler avec elles et pas faire reculer la succession écologique. Si on avait juste tout débroussaillé et recommencé à zéro, on aurait fait reculer la succession écologique. Alors que là, on a été avec elles, et petit à petit, on remplace les ronces par d'autres végétaux pour avoir quelque chose de plus divers. Donc au début, il y a une réflexion pour prévoir, planifier la succession dans l'espace et dans le temps. Donc quand on agence les végétaux ensemble, ça demande un peu plus de connaissances et il y a des tableaux et des livres pour nous aider à avoir ces connaissances. Mais on cherche à connaître l'espace en 3D que le végétaux va prendre à taille adulte. Et puis aussi son espérance de vie pour pouvoir mettre ensemble des végétaux qui laissent passer assez de lumière, mais on cultive en 3D et pas en 2D. Donc on cultive des volumes et pas des surfaces. Donc on arrive à cultiver plus dans le volume quand on arrive à agencer ces végétaux d'une façon optimale. Voilà. Et puis, dans le temps, on peut prévoir un peu, par exemple, avoir un arbre qui ne vit pas très longtemps, par exemple un pêcher qui pourrait vivre 12, 15, 20 ans, ça dépend, et puis prévoir un arbre juste à côté qui, à la fin de la vie du pêcher, va prendre sa place. Donc, on ne laisse pas un gros trou dans notre forêt-jardin, on n'a pas cette pause dans la production. Voilà. Donc, nous avons suivi, ce qui est souvent conseillé, c'est quand on plante une forêt-jardin, c'est de commencer avec les strates hautes, c'est-à-dire les arbres et les arbustes
nous avons terminé notre plantation d'arbres et arbustes. On a aussi planté des buissons, des herbacées, des couvre-sols, des plantes grimpantes et des tubercules, mais en beaucoup moins grande quantité. Donc, ce n'est pas fini notre plantation, c'est toujours en cours. Donc, nous suivons les 3 phases d'abondance décrites par Bill Mollison, cofondateur de la permaculture. La première phase, c'est de se procurer une abondance d'espèces, mais pas en grand nombre pour chaque espèce. Donc, on peut se procurer ces végétaux dans des pépinières ou auprès des amis, par exemple, et on les plante, et on les laisse pousser 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Et à un moment, selon l'espèce, on va pouvoir commencer à récupérer des graines, des boutures, des greffons ou des plants issus du marcottage. Donc, ensuite, on plante et on greffe et on plante cette seconde génération de végétaux et on laisse tout pousser encore. Et là, on arrive dans une abondance, la seconde phase d'abondance, c'est une abondance de matériel de reproduction végétale, MRV. Et donc, on arrive à produire de grands nombres de plants quand on a tellement de moyens de reproduire les plants à ce moment-là. Et donc, on plante tout et on laisse tout continuer à pousser. Et puis, la production, les récoltes commencent. Et après, quand tous les sujets sont en production, on arrive à la 3e phase d'abondance, l'abondance de récolte. Donc, nous sommes dans la seconde phase, c'est la phase d'abondance de matériel de reproduction végétale actuellement. Et ça permet de minimiser vraiment beaucoup les coûts. Parce que si on voulait acheter dans des pépinières, par exemple, tous les végétaux pour une forêt jardin, ça coûterait extrêmement cher. Mais en fonctionnant comme ça permet en fait de le faire à coût très très raisonnable. Donc là, on voit la parcelle de démarrage, donc la ronceraie. Donc là, on n'avait rien touché. Puis après ça, on voit les chemins. Parmi les ronces, les alcôves, avec les végétaux plantés dans les alcôves. Puis ensuite, de nouveau des alcôves. Mais là, cette fois-ci, on a fait des guildes. Une guilde, c'est une association de végétaux qui poussent bien ensemble. Donc à gauche, il y a un cerisier produit dans la pépinière, avec à sa gauche un peu de menthe. Il y a aussi une jeune vigne qui est plantée, mais qu'on voit mal, qu'on distingue mal, qui va grimper dans le cerisier. Et la sauge qui est plutôt buissonnante et qu'on va utiliser aussi pour la couper régulièrement, l'utiliser en paillage et aussi pour faire induire des perturbations et donc des boosts de croissance. C'est quelque chose dont on parlera un peu plus tout à l'heure. Puis à droite, c'est un pommier. Comme herbacée, on a de l'oseille. Puis il y a comme buisson un Elaeagnus pungens qui est fixateur d'azote. Il y a un très jeune figuier qui est de petite taille, qui fera que 2-3 mètres à taille adulte, qui est placé au sud du pommier pour bénéficier d'assez de lumière. Et puis, sinon, il y a de la glycine tubéreuse qui est en terre, mais qui n'est pas encore sortie, et qui est donc la plante grimpante. Puis là, on nous voit donc en train de greffer dans notre pépinière professionnelle. À gauche, ce sont des plaques miniers, et à droite, des mûriers. Donc on autoproduit aussi les arbres pour la forêt jardin dans la pépinière. Ici, on peut voir une guilde qui est déjà installée. Il y a énormément de végétaux, je comprends dans la photo. Mais je vais me focaliser sur le centre. Au milieu, donc juste à gauche du centre, il y a un gumi du Japon en fleurs, donc qui fixe de l'azote et aussi produit des baies comestibles. Lui, il n'est pas prioritaire dans cette guilde. Il est là pour fertiliser les autres plantes. Puis à droite, il y a un ragoût minier, aussi appelé le cerisier de Nankin. C'est dans la famille des cerisiers, mais il pousse jusqu'à 3 mètres de hauteur et produit des cerises début juillet, mi-juillet selon le climat. Devant, à droite, il y a une vigne résistante aux maladies et aux phylloxéra qui va grimper dans cette végétation. Et au milieu, il y a un pommier greffé sur le porte-greffe M106. Ça veut dire que c'est un porte-greffe un peu nénifiant, donc le pommier atteint une hauteur de 5 mètres quand il est adulte. Ici, on a installé des structures
pour faire grimper les tomates dessus. Donc on a des piquets et bambous et de la ficelle qui pendent et puis on roule les tomates qui grimpent verticalement sur le rangée. On a aussi planté des topinambours dans la même rangée et on les coupe pour la biomasse chaque quelques semaines. Et puis en hiver, ça fait une récolte après qu'il n'y a plus de tomates. Donc vous pouvez voir qu'il y a un peu de mi-ombre pour les tomates à des moments de la journée. Il y a du plein soleil, mais aussi des moments de mi-ombre pour éviter que les tomates cuisent sur les pieds. Donc nous n'avons jamais perdu des tomates à cause de la chaleur ou à cause du soleil. Nos tomates produisent bien normalement et on n'a pas de perte. Donc ce sur quoi on travaille actuellement, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une strate émergente protectrice. Donc en fait, on plante des arbres pionniers qui résistent très bien au plein soleil, assez espacés, mais qui vont faire de la mi-ombre à certains moments de la journée et qui vont aider en fait tout le reste de la végétation à passer les moments de chaleur et de soleil intense. Sinon, on est aussi en train de viser, comme je disais tout à l'heure, l'autonomie en biomasse. Donc on est en train de planter énormément de végétaux pour la biomasse. On utilise aussi des végétaux en place. Le principe, c'est en fait on vise un peu que sur chaque mètre carré, la biomasse soit produite. Donc c'est pas aller chercher la biomasse sur une parcelle voisine et la rapporter, c'est vraiment la cultiver sur place et la mettre au sol. Et donc atteindre une autonomie en fertilité, ne plus avoir besoin de faire d'intrants en fait. On est aussi en train de chercher à faire une éponge vivante de notre sol. Notre sol était une ancienne vigne qui a eu beaucoup d'érosion, qui a été appauvrie, etc. Et qui est très très drainant. Il est sablo-limoneux et il y a très peu d'argile et un manque de matière organique, ce qui fait que l'eau s'infiltre très vite mais part très vite. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de vraiment le bourrer de matière organique. Et donc ça passe par soit l'import, soit l'autoproduction de biomasse. Et donc là, maintenant, on met vraiment l'accent sur ça. Une autre chose sur laquelle on travaille, c'est le quorum microbien. C'est un phénomène que des scientifiques ont commencé à étudier il y a une vingtaine d'années et qu'on ne comprend pas toujours super bien. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que quand il y a une grande diversité de végétaux, les microbiotes de chaque végétal sont complémentaires et ça fait une grande diversité de microbes dans le sol. Les microbes communiquent entre eux et détectent leur population respective. Et quand ils atteignent un seuil, ils changent leur expression génétique, et donc ça change leur comportement, et ils changent l'expression génétique des plantes hôtes, ce qui induit une plus haute résistance au gel, aux sécheresses et au stress en général. Donc nous œuvrons pour vraiment maîtriser ça et l'utiliser pour rendre la forêt jardin très résistant, très résilient. Il y a un lieu d'expérience en Allemagne qui conduit The Jena Experiment. Il y a des vidéos sur YouTube qui parlent de leurs résultats qui sont super intéressants. Ils ont publié plus d'une centaine d'articles scientifiques sur découverte. Dr. Christine Jones, une agronome australienne, en parle dans des vidéos sur YouTube aussi, si ça vous intéresse. Donc, il y a 2 ans à peu près, on a découvert l'agriculture syntropique. On n'a pas du temps pour trop l'expliquer dans cette partie de la conférence, mais nous appliquons la majorité des principes dans notre forêt-jardin et dans notre pépinière. Donc, nous sommes en train d'apprendre et expérimenter. Elle a été développée il y a 40 ans au Brésil par Ernst Gutsch. Maintenant, il y a des acteurs qui cherchent à adapter, les principes s'appliquent à chaque climat, mais à adapter des espèces utilisées et aussi des espacements de plantation pour le climat tempéré et subtropical.
vu comme nous cultivons avec des strates hautes, nous avons aussi à gérer la lumière et l'ombre. Donc, pour essayer d'assurer que chaque plante a assez de lumière, mais pas trop pour induire des stress. Ni trop d'ombre, voilà, un équilibre. Voilà. Puis après ça, sinon, ouais, on est en train de convertir une forêt pionnière en forêt secondaire nourricière. Donc en fait, c'est une partie de la forêt jardin où il y a beaucoup d'arbres pionniers. Les arbres pionniers, donc comme je disais tout à l'heure, c'est les arbres qui vont qui vont être les premiers arbres lors de la succession écologique, donc qui sont très résistants au plein soleil. Et donc dans cette zone, la canopée est très fermée. Il y a trop d'ombre pour installer des jeunes fruitiers et qui se plaisent. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que comme on ne veut pas faire reculer la succession écologique, on ne veut surtout pas faire une coupe à blanc et recommencer. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on remonte les couronnes des arbres, on trogne certains, on en supprime certains, et en fait, on profite de cette strate émergente qui est déjà là pour ensuite y intégrer nos fruitiers. Donc on fait assez d'entrée de lumière pour que nos fruitiers et autres végétaux nourriciers aient assez de lumière. Et en même temps, on bénéficie des arbres qui sont déjà là. C'est aussi un potentiel de grosse récolte de biomasse, parce que quand on les trogne et qu'ils repoussent, on a plein de branches, de feuilles, etc. à mettre au sol. C'est aussi l'opportunité d'induire des boosts de croissance pour les autres arbres, dont on va parler un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, Et puis sinon, aussi, sinon quelque chose qu'on est en train de faire, c'est de... et c'est pas terminé, c'est pour les années à venir, c'est de finir la plantation des strates basses, parce que comme on disait tout à l'heure, on a fait majoritairement les strates hautes et il nous reste beaucoup à faire sur les strates basses. Puis sinon, notre pépinière nous a pris pas mal de temps, principalement l'année dernière, parce que c'était notre première saison. Mais c'est intéressant parce qu'on peut appliquer certains de ces principes dans la pépinière, notamment des aspects de l'agriculture syntropique, aussi le fait de... Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait un paillage sur les plates-bandes, près des arbres, mais on voulait que ce soit un paillage vivant. Donc par exemple, l'année dernière, on a semé 2000 haricots sur les plates-bandes, ça nous a fixé de l'azote pour nourrir les arbres, ça fait une récolte d'haricots, et en même temps, paillage vivant. Après ça, dans les allées, dans la pépinière, on laisse la végétation spontanée pousser, et puis chaque quelques semaines, on vient la couper à 20 cm du sol environ, et on récolte cette biomasse pour la mettre sur les plates-bandes pour nourrir la vie du sol et faire paillage. Et puis quelque chose qu'on veut mettre en place de plus en plus, dans la pépinière, c'est d'y installer des plantes annuelles potagères sur les plates-bandes pour en fait bénéficier de l'eau qui est déjà là pour les arbres, pour récolter en plus des plantes potagères et en même temps participer à faire ce paillage vivant. Donc voilà une photo de la pépinière. À droite, on voit un mûrier. Juste derrière lui, il y a des pêchers. Puis après ça, des plaques miniers sur la plate-bande suivante. Puis on ne les voit pas très bien, mais il y a des poiriers, plus de plaques miniers, des pommiers. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est extrêmement vert. Ça, c'est en août l'année dernière. Donc sur les plates-bandes, il y a les haricots, c'est tout verdoyant. Dans les allées, c'est la végétation spontanée. Voilà. Et puis sinon, on a aussi laissé des arbres spontanés parce qu'il y avait pas mal de chênes verts dans cette zone et de frênes à certains endroits, aussi le genêt là-bas. On en a sélectionné et laissé un certain nombre pour faire un peu une strate émergente qui aide la pépinière, les jeunes arbres fruitiers. Ici, on peut voir un exemple de multistrate, aussi de culture multistrate. En bas à droite, on voit une consule officinale. Au centre, on voit un feijoa qui atteint, disons, 3 mètres de haut, adulte, et produit des fruits avec un goût exotique, mais qui est bien résistant pour notre climat. À gauche, et un peu plus profond à droite, il y a des robiniers. On va couper leurs branches basses, remonter leurs couronnes, éclaircir leur canopée, et ils vont fixer de l'azote dans le système. Il y a d'autres fixateurs d'azote un peu partout, mais c'est un de leurs rôles. Et aussi
faire un peu de mi-ombre bienfaitrice pour les autres strates inférieures. Il y a plein d'autres végétaux partout dans cette image, mais ce serait vraiment difficile à tout pointer et comprendre. Mais bon, voilà juste un exemple. Ici, un second exemple de culture multistrate. Donc, je vais commencer en haut. De nouveau, au centre, en haut, il y a un robinier. Nous sommes en train de remonter sa couronne. Et on n'a pas encore éclairci sa canopée au moment de cette photo. Donc, c'est la strate des arbres. À gauche, il y a un nectarinier. C'est la strate des arbustes. Ensuite, la strate de buissons. Nous sommes en train de remplacer des ronces avec épines par des ronces sans épines. À droite, un peu en bas, il y a une petite guilde avec un nashi, donc qui pousse jusqu'à 4,5 mètres de hauteur adulte. Donc il est dans la strate d'arbustes. À son pied, côté sud, il y a un groseillier. Il y a à gauche une vigne résistante aux maladies qui va grimper dans cette végétation. De nouveau, il y a plus de végétaux dans cette image, mais on ne va pas essayer de tout pointer. Voilà, je pense que ça donne une bonne idée de cette culture multistrate. Donc là, on peut voir de plus près les tomates qui étaient donc avec les topinambours, comme disait Daniel, pour caser un peu de mi-ombre. Et puis là, on a une vue plus reculée de la zone potagère où ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi des arbres qu'on a installés. Et en fait, on voit vraiment qu'une partie parce qu'il y en a un certain nombre d'autres qui, pour le moment, ne dépassent pas la taille des topinambours dans la photo. Donc en fait, plus tard, ce sera d'autres arbres qui feront cette mi-ombre à certains moments de la journée et on ne comptera plus sur les topinambours pour ça. Donc, oui. Voilà, donc ce que nous allons développer dans l'avenir, donc en misant sur les plantes vivaces, pas exclusivement, mais majoritairement, on a envie d'atteindre un haut niveau de productivité avec un minimum d'effort. Il y a un peu moins d'effort à cultiver les plantes vivaces parce qu'on n'a pas à ressemer, repiquer et arroser chaque année. Juste, on les installe pendant quelques années et puis ils deviennent autonomes et produisent selon l'espèce pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Donc, pour les plantes annuelles, les plantes potagères qui sont intégrées dans le système, nous sommes en train d'apprendre des techniques de maraîchage, de maraîcher pro sur sol vivant, donc pour atteindre un très haut niveau d'efficacité pour les plantes annuelles que nous cultivons. Donc, comme on a mentionné, on vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire et c'est dans la troisième phase d'abondance et nous sommes dans la seconde phase. La troisième phase, c'est quand il y a une abondance de récolte. Donc, ce n'est pas encore le moment pour aujourd'hui, même si les récoltes ont commencé. Sinon, nous cherchons déjà, mais on va mettre beaucoup plus d'efforts dans le fait d'optimiser le recyclage de l'eau au sein de la végétation. C'est une façon de récupérer de l'eau et recycler l'eau dans le système pour que les plantes bénéficient de cette quantité additionnelle d'eau. C'est comme s'il y avait plus de précipitations que ce qui était réellement tombé. Donc, dans notre exemple de forêt jardin, nous essayons de montrer comment cultiver notre alimentation d'une façon que si c'était appliqué à très grande échelle, ce serait capable de restaurer les cycles hydrologiques qui ont été cassés depuis des milliers d'années et qui en partie engendrent les sécheresses que nous subissons aujourd'hui. Donc, on veut montrer comment, à terme, on serait capable, avec une évolution de notre agriculture, à restaurer ces cycles hydrologiques et arrêter les sécheresses.
Nous travaillons aussi nous allons plus travailler sur la bioprécipitation. C'est un phénomène qui est étudié par l'INRAE et d'autres chercheurs ailleurs. C'est un peu complexe à expliquer, super intéressant, où les plantes arrivent à déclencher la pluie, mais on peut parler de ça peut-être dans la séance de questions-réponses si ça vous intéresse. Sinon, donc, on parlait de l'agriculture syntropique tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup de développer plus dans les années à venir, parce qu'en fait, si par exemple il y a des pionniers, quelques pionniers en climat tempéré, qui ont observé qu'avec, quand ils avaient des arbres dans une zone conduite en agriculture syntropique, les arbres poussaient 2 fois plus vite que les mêmes arbres en plein champ. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, qu'on a déjà expérimenté un petit peu l'année dernière. On a eu des résultats prometteurs, vraiment très prometteurs, très très intéressants. On peut en parler plus si vous voulez pendant la séance questions-réponses. Sinon, aussi on va tester, découvrir plus de plantes qui poussent à l'ombre. Il y a déjà un travail conséquent qui a été fait par Martin Crawford et Fabrice Desjours de la Forêt Gourmande, où ils ont déjà repéré énormément de végétaux, et donc c'est quelque chose qu'on a envie de tester beaucoup plus, d'installer ces végétaux chez nous et de voir avec nos conditions pédoclimatiques comment ça se passe, lesquels choisir, et voilà. Puis quelque chose qu'on veut développer, mais là c'est dans un futur plus lointain, c'est des techniques de plantation sans irrigation, donc des parcelles où il n'y a juste pas d'eau depuis le début, donc ça pousse forcément plus lentement, enfin voilà, et il y a des contraintes et c'est pas forcément facile, ça passe éventuellement beaucoup plus par le semi-direct et tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse de développer. Donc maintenant nous avons un certain nombre de choses que vous pourriez tenter chez vous si ça vous intéresse. On les a organisées en 3 niveaux de difficulté. Donc niveau 1, vous pourriez essayer de cultiver multistrates, et avec cet exemple c'est relativement facile, par exemple avec la strate de buissons, de plantes grimpantes, avec la strate d'arbres. Par exemple, vous pourriez choisir une de ces espèces de buissons, cassissier, groseillier, mûre sans épines, framboisier, baie de mai ou d'autres buissons. Et puis, la plante grimpante pourrait être une vigne résistante aux maladies fongiques et aux phylloxéra, ou un kiwi, par exemple, ou un kiwi. L'arbre dans cette guilde serait planté au nord pour laisser pénétrer un peu plus de lumière depuis le sud. Et vous pourriez choisir n'importe quel fruitier que vous appréciez, donc pommier, prunier, poirier, plaqueminier, cerisier, grand figuier ou mûrier, par exemple. Un autre exemple dans le même genre, mais donc ce serait avec des tubercules, herbacées et arbustes. Donc au niveau tubercule, on pourrait imaginer de la glycine tubéreuse. Ça a un goût entre la pomme de terre, patate douce, cacahuète. Ça se mange cuit ou cru. Sinon, des topinambours ou des pommes de terre, ou il y a aussi un autre tubercule moins connu, l'igname de Chine, qu'on trouve dans les forêts-jardins. Sinon, au niveau herbacé, on pourrait mettre de la menthe, de la mélisse, des ostas, c'est un végétal dont on mange le feuillage, des fèves d'hiver. Et après ça, quand on se réfère aux livres, par exemple de Fabrice Desjours ou Martin Crawford, il y a vraiment plein de végétaux à tester au niveau herbacé. Et puis pour la strate des cerisicotier, ouais. Pour la strate des arbustes, on pourrait mettre un petit figuier ou un pêcher résistant à la cloque, un cerisicotier, donc c'est un hybride entre un cerisier et un abricotier. Le fruit est un peu intermédiaire, c'est un arbuste qui fait 3 mètres environ à taille adulte, donc il est facile à placer dans les petits jardins. Grenadier, ragoût minier, dont on a parlé tout à l'heure, qui fait un peu comme des cerises, mais qui fait que 2-3 mètres à taille adulte. Asie minier, aussi appelé manguier d'Europe, qui fait des fruits qui sont comparables à des mangues visuellement, et le goût, c'est un mélange un peu mangue-banane suivant les variétés, mais ça résiste à -20, c'est vraiment un arbre qui résiste bien ici. Le feijoa ou le nashi, par exemple. Vous pourriez aussi tenter de cultiver des arbres salades,
pour remplacer des salades pendant l'été. Par exemple, le tilleul est très bien connu comme arbre salade. Nous mangeons les feuilles pendant toute la saison que les feuilles sont vertes. Certaines personnes préfèrent juste les manger au printemps. Il y a aussi le cétral de Chine. Le nom scientifique, c'est Tuna sinensis. Les feuilles se mangent crues ou cuites. Le goût, c'est un mélange d'oignons, bouillon de légumes, grillade avec une note de cacahuète. C'est produit commercialement en Chine, pas ici. Il y a aussi le laurier des Iroquois, dont on mange des feuilles crues ou cuites. Les feuilles ont un goût aromatique un peu citronné. Si vous avez de la place pour laisser ces arbres pousser, ils deviennent très grands. Sinon, si vous avez moins de place, vous pouvez les tronner, les couper à, disons, couper le tronc à 1m20, 1m50, et puis chaque année recouper pendant l'hiver, et ça va repousser. Vous pouvez récolter les feuilles à hauteur d'homme. C'est quoi cette fleur? C'est le feijoa, c'est super joli. Et tu peux manger les pétales, c'est un goût sucré, c'est bon. Donc, la suite des choses à tenter chez vous, niveau 2. Une piste, ce serait de viser l'autonomie en biomasse. En azote, pardon. Oui, voilà. L'autonomie en azote, en installant 30% d'espèces fixatrices d'azote, qui donc en fait vont fixer l'azote, et du coup vous n'aurez pas à importer cet azote. Donc ça peut être aussi bien des arbres, des arbustes, des herbacées, des buissons. Il y a vraiment plein de plantes fixatrices d'azote, et quand on se réfère au livre, on peut trouver plein de listes. Vous pourriez aussi tenter de cultiver des arbres à feuillage caduc au pourtour d'une zone potagère et les laisser pousser un peu haut, mais avec une canopée éclaircie pour faire des jeux d'ombre et de lumière, pour laisser pénétrer assez de lumière pour ces plantes dans les strates inférieures, mais éviter les stress hydriques en été. Sinon... Ah oui, tu allais ajouter autre chose ou c'est bon? Les tomates sont une plante qui apprécie ce type de traitement. On peut éviter de perdre des tomates cuites sur pied. Voilà. Sinon, une autre possibilité, c'est de viser l'autonomie ou au moins de l'autoproduction de biomasse. Donc là, il y a deux façons de procéder. Déjà, on peut utiliser la végétation spontanée parce qu'elle est déjà là, elle est motivée et on n'a pas à la planter et à la cultiver. Donc nous, ce qu'on apprécie, des végétaux qui ont poussé spontanément chez nous et qu'on apprécie beaucoup pour la biomasse, c'est le kénopote blanc, le bouillon blanc, l'amarante sauvage, et on a aussi de la grande ciguë qui est pas mal au niveau biomasse. Puis sinon, en plantes cultivées, là on va utiliser de la sauge, de la consoude, on peut utiliser du miscanthus géant, du sorgho, des topinambours, et puis bien sûr utiliser, les fans des plantes potagères, bien sûr les mettre au sol, mais voilà. Pour les espèces avec des variétés sélectionnées, des variétés précoces de saison et tardives, on peut choisir des variétés pour étaler au maximum la récolte pour l'espèce. Et quand on fait ça pour beaucoup d'espèces, pendant l'année, on peut avoir des récoltes toute l'année, ici en climat tempéré. Et donc les choses à tenter niveau 3, un objectif, ça pourrait être d'essayer de récolter 100% de l'énergie solaire avec votre plantation, avec le feuillage de votre plantation. Donc en cultivant multistrates et en ayant un couvre-sol vivant, en fait on peut avoir de la photosynthèse sur toute la surface. Et ça va maximiser la nourriture donnée à la vie du sol, et donc rendre le sol encore plus vivant, et ça va favoriser la pousse de vos végétaux et la bonne santé du lieu. Vous pourriez tenter de maximiser la résilience des éléments dans l'écosystème. Il y a des rôles joués dans un écosystème intouché par l'homme. Par exemple, il y a des fixateurs d'azote. Il y a pas mal d'espèces qui fixent de l'azote, mais certaines espèces
de la famille des Fabacées, par exemple, fixent de l'azote avec la bactérie Rhizobium. Il y a d'autres familles qui fixent de l'azote grâce à une symbiose avec la bactérie Frankia. Il y a encore des bactéries libres fixatrices d'azote. Donc, si vous pouvez concrètement planter une grande diversité d'espèces fixatrices d'azote pour avoir plus de résilience pour ce rôle. Il y a aussi des décomposeurs, par exemple les gastropodes, les champignons, la microfaune du sol, les colomboles, les acariens, les vers de terre. Donc, le plus vous mettez de la matière végétale par terre, plus il y aura à bouffer pour la vie du sol, plus le sol devient vivant, plus le sol retient l'eau pour passer les sécheresses. Un autre rôle, c'est les pollinisateurs, donc les bourdons, xylocopes, cirques, abeilles solitaires, papillons, abeilles domestiques et d'autres. Donc, avec une grande diversité végétale, ça invite une grande diversité de pollinisateurs, ce qui augmente la résilience si jamais il y a quelque chose qui se passe avec une de ces espèces. Et un autre rôle, c'est les disperseurs de graines. L'être humain, un de ses rôles, une de ses fonctions dans son rôle écosystémique bénéfique, c'est d'être un disperseur de graines, comme les autres primates. Donc, on vous invite à disperser toutes les graines de tous les végétaux qui vous nourrissent. Il y a d'autres disperseurs de graines, des oiseaux et d'autres animaux aussi. Un autre rôle, c'est les prédateurs dans l'écosystème. Donc, avec une grande diversité végétale, ça invite une grande diversité animale. Et il y aura dans cette biodiversité assez de prédateurs pour exercer un contrôle dynamique de la population de toutes les espèces. Voilà. Et puis le dernier point, pour ceux qui démarrent sur un nouveau terrain, une idée, ce serait donc d'œuvrer avec la succession écologique et de ne pas la faire reculer. Et donc, comme on a parlé tout à l'heure de la ronceraie, donc ça, il n'y a plus énormément de choses à dire, mais en gros, faire des chemins, des alcôves, etc., planter dense, de plus en plus dense, et petit à petit remplacer les ronces, mais que ce soit progressif et pas juste une coupe totale, et puis on recommence. Voilà. Après ça, sinon, si par exemple vous partez d'une lande arbustive, donc une zone plus herbacée avec des arbres pionniers qui sont déjà installés ou des genêts, etc. Et là, en fait, déjà identifier chacun de ces arbres, voir lesquels sont fixateurs d'azote, voir quel pourcentage de fixateurs d'azote vous avez, et puis sinon, en fait, organiser le terrain en fonction un peu de ces arbres, ou au moins de certains d'entre eux, et vous avez en fait déjà une strate émergente qui est en place. Donc en fait, ça fait vachement gagner de temps. Parce que du coup, on peut remonter les couronnes de certains arbres, trogner certains, installer les fruitiers, et on a déjà une protection contre le soleil intense. S'il y a dans une zone c'est trop dense, là on peut enlever des arbres clairement. Et voilà, et donc du coup gagner du temps en fait dans la succession écologique. Le troisième point, c'est si vous aviez une forêt pionnière. Et bien là, c'est un peu la même chose que pour la lande arbustive, mais c'est juste beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus dense. Donc là, il y a plus d'élagage à faire, plus d'arbres à enlever pour faire assez d'entrée de lumière pour installer les arbres et autres végétaux nourriciers avec eux. Voilà. Donc c'est la fin de cette première partie de la conférence. Merci beaucoup. Donc, notre site internet, c'est www.laforêtjardinée.com. Dans notre base de connaissances, il y a une page ressources. C'est le début d'une très grande liste de sources scientifiques que nous avons utilisées dans notre apprentissage. Et si ça vous intéresse de mieux comprendre les 3 autres piliers de notre projet, nous vous invitons à regarder nos derniers articles que nous avons publiés dans notre base de connaissances. Le dernier article, c'est à l'aube d'une percée évolutionnaire. Donc, on parle bien des 4 piliers de notre projet. Oui, ma question, c'est par rapport à la genèse de votre projet. Vous avez beaucoup étudié. C'était une partie, certainement, une grande partie théorique.
Et donc j'aimerais savoir si, dans votre projet initial, le choix de cette vallée en faisait partie, et si oui, pourquoi? Et ensuite, dans vos premières années d'expérience, quel écart vous avez pu mesurer entre ces belles sciences bien écrites et qui fonctionnent ici ou ailleurs sur la planète et votre réalité? Donc oui, donc, la première question, c'était... Est-ce qu'on a choisi cette vallée? Oui, voilà. Oui, on avait vraiment beaucoup de critères pour choisir où est-ce qu'on allait nous installer. Il y avait des critères agricoles, d'autres critères qui étaient autres. Mais au niveau critères agricoles, je dirais que le fait que ce soit en climat méditerranéen nous plaisait parce qu'on voulait pouvoir avoir plus de fruitiers, par exemple des agrumes. On a quelques agrumes rustiques. Donc ça, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Sinon, on était vraiment très séduits par le parc, la charte du parc, le fait qu'il y ait la voie verte, ça a beaucoup joué pour nous parce qu'on est dans une démarche de descente énergétique planifiée. Et donc là, on a vendu notre voiture, on se déplace à vélo. Donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui était vraiment important pour nous, de pouvoir rouler à vélo en sécurité. Donc ça aussi jouait pas mal. Et t'avais autre chose? J'ai la deuxième partie de la question. Donc, concernant des écarts entre la théorie et ce qu'on trouve sur le terrain, quand on comprend bien les principes, on voit que ça s'applique très précisément. Le travail qu'on trouve, c'est de soi-même comprendre la palette végétale qui pousse dans son climat. Ça demande de l'effort. Il y a des livres, des ressources. Par exemple, le livre de Martin Crawford ou de Fabrice Desjours on peut les recommander. Donc, c'est un peu un apprentissage de ces espèces. On peut voir dans une pépinière que l'étiquette dit que ça résiste à -10, mais ce n'est pas écrit adulte. Et les jeunes meurent avec des températures plus basses. On a remarqué cet écart que dans les jeunes arbres n'ont pas le niveau de rusticité, résilience face au gel que leurs parents. Pas leurs parents. Quand ils sont adultes, c'est ça que je veux dire. Les grands, quoi. Et on découvre que, en fait, dans notre société actuelle, nous avons une palette végétale alimentaire qui est très réduite. Et donc, il y a tellement d'espèces nourricières qu'on ignore. Il y a certaines de très haute qualité gustative, d'autres, selon ses préférences, moins. Donc, il y a un tri à faire et ça demande du temps, des essais. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à la question. Alors moi, j'ai une question sur la grande ciguë, parce qu'on en a... Je me suis posé la question à propos de la grande ciguë, parce qu'on en a énormément, et je me posais la question, est-ce qu'on peut l'utiliser est-ce que ça empoisonne pas enfin, la ciguë, c'est quand même du poison. Si on l'utilise comme paillage, est-ce qu'il n'y a pas de problème sur les fruits qu'on mange après? Pas à ma connaissance, non. C'est toxique pour l'homme, mais pas pour les autres animaux, insectes qui le consomment. Là. Bon, alors je peux y aller de bon cœur, il y en a plein. Ouais. Mais ça ne peut pas contaminer les autres végétaux. On va faire gaffe à... Pas la mettre peut-être sur les salades, pour pas qu'il y ait un bout, tu vois, que tu manges avec. Enfin, voilà. Mais non, sinon, si c'est au pied d'un arbre fruitier ou de framboisier ou quelque chose où ce que tu vas manger va pas être en contact, non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une surface minimum pour tenter ce genre d'expérience? Parce que vu qu'il y a des strates très hautes, sur 100 mètres carrés, j'imagine qu'un grand arbre, déjà, il fait de l'ombre partout. Ouais. Je dirais si plus la surface est petite, plus on va peut-être utiliser des végétaux un peu plus petits, avoir moins de très grands arbres, ou les tailler. C'est aussi possible, pour les garder moins grands. Et donc, surface minimum. Franchement, par exemple en Saint-Tropez, il y en a, mais ils font vraiment, mais c'est sur quelques dizaines de mètres carrés, ils commencent déjà tout. La logique en fait est la même, peu importe la surface, c'est juste qu'il y aura moins de végétaux et peut-être des végétaux plus petits. Mais ouais.
je peux ajouter une idée, ce serait, au lieu que la strate émergente soit des grands arbres, que ce soit des arbustes qui font 3 mètres de haut, des variétés de figuiers qui sont petites, ou feijoa ou grenadier. Et donc, on peut tout rétrécir un peu. Ça, on avait une strate, c'est pas grave, et ce sera toujours très dense. Voilà. Et les pionniers, si tu n'en trouves pas forcément des petits, tu peux prendre des plus grands que tu tailles. Ça te fera plein de biomasse. Voilà. Oui, on vient de passer 2 années de sécheresse assez dense, et vous n'avez pas beaucoup parlé d'irrigation. Est-ce que vous ne faites pas du tout d'irrigation? Enfin, peut-être quand on plante quelque chose, sûrement. Mais après, dans l'été, comment vous avez passé les étés? Et puis, accessoirement, est-ce que vous envisagez de faire de l'hydrologie régénérative en complément pour garder l'eau sur le terrain? Si c'est un terrain qui est très... qui laisse partir l'eau, comment vous la gardez, quoi? Donc, on vise à vraiment minimiser la consommation d'eau, mais principalement en fait en installant des plantes vivaces et donc qui vont devenir autonomes en eau. Donc dans un premier temps, pour leur bonne installation, on les irrigue, on les arrose les 3 premières années. Voilà. Mais après ça, quand par exemple on installe un pommier qui va vivre 100-200 ans, voilà, on a consommé de l'eau pendant les 3 premières années, mais ensuite il n'y en a plus. Donc du coup c'est quand même très 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 économe en eau. Tu veux répondre à la deuxième? Oui, voilà, donc on ressent l'urgence d'installer un système très résilient aux sécheresses parce que ça rigole pas. Donc, nous utilisons plusieurs techniques, mais la technique principale, c'est d'accélérer l'augmentation du taux de matière organique dans le sol pour augmenter sa capacité de rétention en eau. Donc, tout le monde connaît la biomasse, mais ce qu'on ne savait pas il y a un an, il y a un moyen encore plus rapide, 5 à 30 fois plus rapide pour mettre du carbone de l'atmosphère dans le sol qui est de la matière organique, les molécules dans le sol et devient de l'humus. Donc, ça s'appelle la voie liquide du carbone. Dr. Christine Jones, l'agronome australienne, dont on a parlé, elle parle de ce sujet pas mal dans des vidéos. Et donc, ce qui se passe, c'est les atomes de CO2 dans l'atmosphère qui sont inspirés par les feuilles pendant la photosynthèse et puis cassés, puis transformés, rassemblés avec d'autres atomes pour faire les molécules de sucre et d'autres choses, lipides, hormones, tout ça. Et puis, dans la sève élaborée, ces molécules descendent et 20 à 40% du sucre produit par les plantes selon l'espèce est relâché dans les exudats racinaires pour nourrir les microbes dans le rhizosphère, donc le volume autour des racines de la plante, pour nourrir les microbes. Les microbes, ça les stimule, ils convertissent une partie de ces sucres en humus, une partie de cette matière organique. Donc le carbone est stocké dans le sol très rapidement. Il n'y a pas tout le délai de pousse et puis d'incomposition. Voilà, donc on mise sur ça en plus de l'autre production de notre paillage, donc on met beaucoup. Vous avez vu, peut-être les topinambours, on y va un peu fort et ça peut faire peur, mais en fait on les coupe tellement qu'en fait on peut toujours couper la plante plus vite qu'elle peut pousser. Donc c'est pas un souci pour nous et donc ça fait des paillages de 15-20 cm quand on passe. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, sur notre terrain, nous avons beaucoup d'orties qui poussent spontanément. Quand on est arrivé là, il y a 1 an et demi, c'était envahi d'orties. Et la question que j'ai à poser, c'est est-ce que vous observez les plantes qui poussent spontanément sur le sol pour avoir une idée de ce dont a besoin le sol? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'un sol laisse pousser des plantes pour se guérir de son manque ou de ses déficits. Ou est-ce que vous allez essayer de remplacer ces plantes spontanées par d'autres plantes à peu près équivalentes? Ou est-ce que vous nous conseillez plutôt de laisser les orties pousser ou les remplacer par d'autres plantes?
On peut peut-être tous les deux répondre. Ma première pensée, c'est nous évitons d'éradiquer toute espèce de nos parcelles. On laisse toujours chaque espèce qui était déjà là sur les parcelles. On peut ajuster les proportions de population. Donc, dans ce cas-là, je comprends, les orties, c'est peut-être pas la plante la plus facile à gérer. Je vois un potentiel de récolte de biomasse et une récolte alimentaire en plus. Donc, ce que nous faisons, c'est on laisse pousser nos plantes spontanées, mais on peut semer, disons, fin d'hiver, début du printemps, semer quand le sol est beaucoup plus visible et ajouter de la biodiversité, ajouter d'autres plantes qu'on choisit nous-mêmes pour contribuer à la production de biomasse et à la restauration du sol. Donc les engrais verts, différentes plantes ont différentes caractéristiques ou points forts, décompaction par exemple, voilà, du sol. Donc si vous avez un moyen peut-être de faucher de temps en temps des orties, les laisser par terre, faire cette semis quand les orties ne sont pas très grandes, et puis ajouter de la biodiversité, peut-être des fixes, une grande diversité, je dirais. Parce que les orties étant de grands fixateurs d'azote, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à les remplacer par d'autres fixateurs d'azote? Est-ce que ça ne veut pas dire que notre terrain a besoin justement de fixateurs d'azote? Donc ma compréhension avec les plantes indicatrices, donc l'ortie, c'est que la plante montre que le sol a une abondance, même peut-être surabondance d'azote. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'alliance avec les bactéries Rhizobium ou Frankia avec l'ortie. Donc, il y a de l'azote, bien sûr, dans la biomasse. Et on coupe la biomasse et on le met par terre. Donc, il y a de l'azote, mais ce n'est pas un ajout d'azote, c'est le recyclage d'azote dans le système. Vu comme la plante indique qu'il y a déjà assez d'azote, je mettrai quelques fixateurs d'azote pour la biodiversité, mais pas aller très fort, plutôt d'autres familles. Merci. Du coup, vous avez parlé d'agriculture syntropique. En fait, c'est encore quelque chose qui est un peu obscur et récent. Est-ce que vous pouviez définir un petit peu ce que c'est, s'il vous plaît? Ok, donc c'est une forme d'agriculture, d'agroforesterie régénératrice successionnelle. Donc, comme j'ai mentionné, ça a été développé il y a 40 ans au Brésil par Ernst Götz, le fondateur. Et donc, il y a plusieurs intérêts dans cette forme d'agriculture. Il arrive, après la plantation initiale, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus d'intrants, c'est-à-dire il n'y a plus de compost ou fumier ou paille apportée sur le site. Le site autoproduit 100% de sa matière organique, donc ça apporte une résilience par rapport au pétrole. Il y a aussi des perturbations, on les appelle, qui induisent des boosts de croissance. Donc la science commence à comprendre le mécanisme de comment ça marche, mais c'est toujours pas très bien maîtrisé. Donc, dans les études que nous avons sur notre page ressources, vous pouvez lire quand une plante a au moins 30% de sa partie aérienne broutée, ça déclenche une réaction de survie de la plante. La plante augmente ses relâchements d'exudat racinaire dans le sol pour stimuler les bactéries qui vont minéraliser plus rapidement la matière organique et rendre solubles les nutriments dans cette matière organique pour que la plante réabsorbe ces nutriments pour alimenter sa repousse. Sinon, la plante
relâche l'hormone, l'acide gibberellique, et produit encore plus, et c'est une hormone végétale qui booste la croissance. Donc, une partie de cette hormone est larguée dans le sol, donc les plantes autour sont un peu shootées, boostées par cette hormone de croissance, et l'hormone est aussi déplacée par le réseau mycorhizien et transportée aux autres végétaux autour. C'est pas très loin, mais disons, la science n'est pas très claire encore, mais disons 1-2 mètres carrés. Et donc ça fait un boost de croissance. Et donc quand on fait exprès nous-mêmes de choisir quels végétaux on plante et on coupe pour la biomasse, on déclenche cette réaction de survie qui induit un boost de croissance pour les végétaux cibles. Donc on ne taille pas notre végétal cible, on veut qu'il pousse bien, qu'il profite de ce boost de croissance. Et donc c'est comme ça que, par exemple, Anna Altieri a réussi à faire pousser des arbres fruitiers 2 fois plus vite grâce aux perturbations dans une zone syntropique par rapport à exactement la même espèce en plein champ. Souvent, on entend la question, c'est quoi la différence entre l'agriculture syntropique et la permaculture? En fait, c'est pas la même chose. Donc, la permaculture est basée sur 3 principes éthiques et 12 principes de design, et s'applique à tout, l'agriculture, mais aussi des sociétés ou des villes ou une maison. Pour l'aménagement, pour l'efficacité, optimiser ces systèmes. Donc, il y a une partie agriculture de la permaculture, et donc l'agriculture syntropique peut s'incruster dans cette partie de la permaculture parce que c'est de l'agroforesterie régénératrice. Donc, voilà. Il y a plein d'autres choses à dire, mais j'espère que ça répond déjà à ta question. Il vient avec le micro. Par exemple, pour amener de la biomasse, si on coupe par exemple les chalefs ou enfin, les arbres producteurs d'azote pour mettre au pied du fruitier, est-ce qu'on peut faire ça toute l'année ou est-ce qu'il y a des saisons plus propices? Il vaut mieux, pour avoir les boosts de croissance, il vaut mieux le faire au moment où la végétation est en croissance. Parce que ça va se faire instantanément. En fait, il faut aussi qu'il y ait un apport d'eau lors de la perturbation. Donc ça peut être avant une pluie ou sinon un arrosage. Mais c'est important qu'il y ait de l'eau pour qu'en fait l'hormone se répartisse bien dans le sol, etc. Voilà, donc... Et après ça aussi, c'est pas nécessaire que ce soit des fixateurs d'azote. Ça peut être n'importe quel végétal. Voilà. Oui, parce que si on... Enfin, le truc, c'est si on coupe le fixateur d'azote, est-ce qu'il y a des saisons où ça perturbe plus le fixateur d'azote que d'autres? Enfin, je veux dire, si on coupe un chalef, par exemple, est-ce qu'il y a des saisons où ça l'abîme et des saisons où ça ne l'abîme pas? Donc ça, c'est vraiment à expérimenter, je dirais, avec chaque végétal. Oui, clairement, il y a des moments où c'est plus opportun la taille en général, mais malgré tout, en fait, ce qu'on voit, c'est que, en fait, peu importe le moment où on coupe, souvent ça se passe relativement bien. Et est-ce que c'est mieux de les broyer ou est-ce qu'on peut mettre les branches comme ça? Nous, et dans la syntropie, on met plutôt directement au sol. En général, on découpe des petits bouts qui font à peu près ça. Et puis on met ça au sol. Ce qui est souvent pratiqué, c'est de mettre le bois ligneux en dessous pour qu'il reste humide au contact du sol et abrité pour qu'il se décompose et qu'il ne dessèche pas en surface. Voilà. Une petite expérience qu'on a faite l'année dernière, c'était avec 2 Toona sinensis, les arbres salades, où c'était en juin, je crois. On les a tous les deux mesurés. Ils faisaient tous les deux 3 mètres 03. 03 C'était 03 ouais. 3 mètres 03. Et il y en a un au pied duquel on avait mis une quinzaine de topinambours qui faisaient à peu près cette hauteur à ce moment-là. Et l'autre, non. Et on a fait une perturbation. Donc les 15 topinambours, on les a coupés à 20 cm du sol autour de ce Toona. Et puis on a arrosé chacun pareil. Voilà. On a laissé passer 3 jours. Après 72 heures, on a remesuré les 2 arbres. Celui qui n'avait pas eu la perturbation, il a pris 1 cm.
Celui qui a eu la perturbation, il en a pris 17 en 3 jours. Ouais. Et donc là, c'est la seule expérience qu'on a faite où on a vraiment mesuré tout ça. Mais après ça, sinon, on en a fait beaucoup et on a vraiment vu dans des zones où on faisait régulièrement des perturbations que ça pousse vraiment fort, quoi. Voilà. Autrement dit, quand vous faites ça avec vos tomates, vous coupez vos topinambours, ça booste à chaque fois les tomates. Oui, si elles sont assez proches des topinambours. Ouais. Et les topinambours qui sont coupés régulièrement, ils produisent quand même des tubercules l'hiver? Oui. Quelques petits tubercules, oui. Donc, on a planté, vous allez nous prendre pour des fous, on a planté 8 tubercules de topinambour dans chaque poké. Les pokés étaient espacés de 50 cm. Donc, la technique, c'est qu'on les laisse pousser pendant 1 mois et demi, et puis on coupe 2. Et ça booste le reste du poké, qui pousse un peu plus fort pendant quelques jours. Et puis on coupe encore 2, et ça booste la croissance des autres. Et puis on coupe 2 derniers, et puis on laisse... les 2 derniers, c'est pas ça que je veux dire. On coupe encore 2, et puis on laisse le dernier qui prend sa place dans la strate émergente du potager, disons. Et si on a d'autres plantes herbacées plus basses, on a un certain nombre de topinambours qui atteignent 2,53 mètres de haut. Voilà, donc il y a encore des petits tubercules. Donc la saison prochaine, on peut récolter le matériel de reproduction végétale, semer ailleurs si on est assez courageux, et puis lancer un emballement de production de biomasse. C'est un truc que j'avais vu quand j'étais venu visiter votre forêt, en fait. Et c'est pas une question, mais j'aimerais bien que vous reveniez, parce qu'on avait parlé de l'interventionnisme humain et de toute la symbolique que ça avait. Et vous disiez qu'il y avait quelque chose au niveau de la reproduction d'une certaine faune qui a disparu, et que finalement vous reproduisiez un petit peu l'intervention de cette faune qui est plus là, et que vous preniez cette place. Je trouvais l'histoire sympa. Donc oui, effectivement, en fait, l'humain a vraiment décimé énormément de grands herbivores, mais c'est vraiment absolument énorme. Aujourd'hui, il y a très peu de grands herbivores comparé à ce que c'était. Et en fait, ces grands herbivores, leur rôle, entre autres, c'était de faire des perturbations. De faire des perturbations régulières, de faire reculer, manger certains végétaux, du coup, induire des boostes de croissance. Mais du coup, en fait, on a perdu ça. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir un paysage qui pousse très lentement, très progressivement. Il n'y a pas beaucoup de changements. Mais en fait, s'il y avait ces grands herbivores, il y aurait plus de changements. Tu veux ajouter quelque chose? J'allais dire, ça fait partie de la 6e extinction massive des espèces, l'extinction Holocène qui a commencé il y a 10 000 ans à peu près. On a surchassé pas mal d'espèces qui ne sont plus là pour jouer leur rôle, donc ça fait un écosystème relativement vide, mais on n'a pas l'expérience dans nos vies, même nos ancêtres, nos grands-parents, ils n'ont pas connu ça non plus, donc on ne connaît pas trop comment c'était avant, mais dans les registres fossiles, on voit que il y avait énormément de ces grands herbivores. Ouais, c'est juste pour m'éclaircir. Là, la photo qui est derrière vous, c'est un champ de ronces avant. Oui. Ouais, d'accord. Et du coup, comment vous êtes passé à un truc diversifié? Vous avez, à part fait l'allée au départ, là. Mais après, comment ça s'est ouvert et comment ça s'est diversifié, les plantes? Donc, il reste toujours des ronces aujourd'hui déjà, je dis ça. Donc on a fait les allées, fait les alcôves pour planter les arbres, puis ensuite augmenter la plantation. Donc par exemple, là, aussi le fait que c'était un peu plus ouvert, qu'il y avait plus de soleil qui entrait au niveau du sol avec les allées, ça a induit l'arrivée de plantes spontanées herbacées qu'il n'y avait pas avant. Et puis on a planté beaucoup
de végétaux. À force, en fait, petit à petit, on a agrandi les alcôves. Déjà, les arbres poussent, donc elles prennent plus de place. Donc, du coup, on agrandit l'alcôve, puis on ajoute framboisier, cassissier, plantes grimpantes. Et puis, du coup, on agrandit encore. Et puis comme ça, en fait, les alcôves s'agrandissent et il y a de moins en moins de ronces. Là, encore hier, je coupais autour d'un tuna et j'étais là, waouh, en fait, c'était la photo qu'on a vue avec le très grand chemin, enfin le chemin avec les ronces très hautes. Ben, en fait, aujourd'hui, il n'y a presque plus de ronces, il n'y a presque plus de largeur et il y a un endroit où il n'y en a juste plus, en fait, j'ai juste ouvert. Et donc, c'est vraiment comme ça, très, très progressif. Mais en fait, au début, je me suis dit, ouais, ça va peut-être être un peu galère, elles vont tout le temps revenir et tout. Mais en fait, non, en fait, oui, bien sûr, elles repoussent, mais c'est une récolte de biomasse à mettre au sol. Et puis en fait, à force de les remplacer, ça se passe très bien. Et par exemple, pour les ronces sans épines, qu'on met dans une zone où il y avait vraiment beaucoup de ronces avec épines, et ben en fait, malgré que on les a juste plantées dans des alcôves, dans les ronces avec épines, on a juste entretenu ces alcôves et les laissé profiter et couper les ronces avec épines au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, les ronces sans épines sont vraiment en train de prendre le dessus. C'est vraiment remarquable. Et je pense que dans quelques années, après encore quelques coupes, elles auront juste pris le dessus dans cette zone. Donc dans une photo comme ça, il y a une majorité de plantes que vous avez introduites. C'est dans une minorité photo comme celle-ci. Sur cette photo-là, par exemple. Oui, alors au niveau herbacé, non. Au niveau des autres strates, oui. Mais au niveau herbacé, comme on a dit, on a beaucoup encore à planter. Mais là, au niveau des autres strates, ici on a un ragoût minier. Là, je dis que des choses qu'on a plantées. Là, on a un mimosa. Là, c'est pas visible, mais derrière, il y a un jujubier, il y a un prunier, il y a un autre prunier. Puis là, c'est un caraganier, pois de Sibérie. Puis il y a un cerisicotier qui doit être là, on ne le voit pas. Puis après ça, il y a un robinier. Puis derrière, il y a un plaque minier et un kiwi. Et puis un hachis, et puis un pommier. Et puis il y a une haie de pommier. Et puis il y a un jujubier. Et puis il y a un poirier. Enfin voilà. Oui, la glycine était là. La glycine était là. On jardine avec elle. Mais oui. On les coupe. Ouais. On laisse les racines. En fait, tout ce qu'on veut enlever d'un endroit, on va le couper. Parce qu'en fait, comme ça, les racines peuvent se décomposer en terre, nourrir la vie du sol, et en plus, ça induit des boostes de croissance. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de systématique. Quand je vois cette densité végétale, moi j'ai un peu de mal à me projeter parce que quand on part d'un jardin, d'un pré, mais par quoi on commence? Est-ce qu'il faut d'abord prendre le temps que les strates hautes s'installent et puis après on peut mettre des fruitiers, des choses comme ça? C'est quoi la méthode quand on part d'un pré? Je dirais, on commence par la strate des arbres. Les arbres qui vont faire la strate émergente, donc des arbres pionniers, mais aussi des arbres nourriciers et arbustes nourriciers. Et déjà, on planifie quelle va être leur canopée à taille adulte pour savoir comment on les place, pour qu'au niveau de la canopée à taille adulte, ça convienne. On fait le choix de planter dense. On plante plus dense que dans un verger. Par exemple, dans un verger, on va recommander les cerisiers espacés de 10 mètres ou de 8 mètres. Non, nous, on fait beaucoup plus dense que ça parce qu'en fait, on veut avoir une récolte dense rapidement, quitte à plus tard sélectionner certains arbres et pas d'autres. Voilà, si jamais il y a trop dans une zone donnée, ou les tailler. Voilà, donc c'est un choix personnel, c'est pas obligé bien sûr, mais ce qu'on trouve, c'est qu'en fonctionnant comme ça permet d'avoir très vite, très dense de végétation, et que ça, c'est la clé pour lancer la machine de la fertilité et tout ça. Oups, j'oublie s'il y avait autre chose. Est-ce que j'ai répondu à tout ce que tu avais dit? Oui. Ok. Ah oui, et comment faire, ouais. Donc, ouais, les arbres, arbustes, et après, en parallèle, planter les buissons, les herbacées, etc. Mais du coup, en fait, il va déjà y avoir une verticalité qui va s'installer. C'est aussi possible de juste tout planter d'un coup, mais c'est beaucoup d'efforts
Et donc, souvent, c'est fait dans cet ordre-là. J'ai encore une question. Est-ce que vous pouvez préciser où vous êtes vraiment à Saint-Étienne-d'Albagnan, notamment votre pépinière? Parce que Saint-Étienne-d'Albagnan, c'est un peu vaste. Donc, nous sommes dans le hameau Cassagnol. Cassagnol. Voilà. Hameau de Cassagnol. Oui, exactement. Et c'est un tout petit hameau, 5 maisons un peu paumées dans la forêt, mais c'est joli. Quand on va en direction de l'Arc, après être sorti de Saint-Étienne-d'Albagnan, c'est à gauche, il y a des panneaux Cassagnol, La Mouline, Masurieux. Merci. Pour la pépinière, on reçoit sur rendez-vous. Oui, au début, vous avez dit que vous aviez aussi 17 hectares de... Non, oui, 17 hectares de bois ou de forêt. Est-ce que dans cette partie-là, qui n'est pas la forêt-jardin, j'imagine, vous commencez à faire aussi des travaux d'enrichissement Non, donc dans la permaculture, peut-être vous savez déjà, il y a des zones de 0 à 5, 0 à 5 si on... En tout cas, zone 5, c'est la zone où on n'intervient pas, mais on apprend. On s'inspire et on apprend du vivant. Donc, la très grande majorité de notre propriété est en zone 5. Et donc, nous observons et nous avons pas mal appris, juste en regardant comment fonctionnent les éléments du système. Donc, c'est... nous plantons notre forêt-jardin dans les zones 1 et 2 autour de notre maison pour optimiser les interventions. Donc voilà, on va agrandir un peu la forêt-jardin, mais ce n'est pas nécessaire de faire beaucoup plus grand pour notre autosuffisance alimentaire. Donc le reste, on laisse exprimer, on laisse la nature s'exprimer librement et c'est intéressant à remarquer ce qu'elle fait. Même pour le chauffage, vous ne vous en servez pas de la forêt? Donc, non, non, pas du tout. Donc, on pourrait, ce qu'on planifie, en fait, c'est d'auto-construire un poêle fusée de masse. C'est pas un poêle de masse, c'est un poêle fusée de masse. Donc, la chambre de combustion est en forme de J. C'était développé il y a 40 ans aux États-Unis. Donc, nous avons acheté un livre de deux pionniers qui ont construit plus de 700 poêles fusée de masse et ils expliquent comment le faire. Voilà. Donc, ça, pour alimenter le poêle fusée de masse, nous allons mener des arbres en trogne. Donc, sur un cycle de récolte de, disons, 3-4 ans, on trogne l'arbre et on le laisse pousser ses branches, et puis on récolte les branches et on laisse l'arbre vivant. Et puis, ça suffit pour nous chauffer. Oui, la particularité de la chambre de combustion en forme de J, c'est qu'en fait, on met du bois pas très épais. Ok, bon, super. Encore une question? Parce que du coup, quand même, quand vous êtes arrivé là, c'est comme un peu comme partout chez nous dans le coin, il devait quand même y avoir aussi beaucoup d'arbres morts. Parce que, bon, là maintenant c'est replanté, mais quand même, nous on est sur Saint-Vincent-de-l'Arc, les arbres morts, il y en a en pagaille. Donc il faut nettoyer aussi tout ça, je suppose. On a ouvert un peu pour les chemins. Tout ce qui était dangereux, cassant, on a mis par terre. D'accord. On n'exporte rien de nos parcelles parce qu'il y a les nutriments du sol qui sont absorbés par la plante et qui se trouvent dans la matière végétale. Si on brûle ça, on crame les nutriments et on ne les restitue pas au sol. Ah oui, non, pas pour les brûler sur place, mais au moins peut-être pour les brûler à la maison. Mais d'en laisser sur place, c'est bien aussi. Oui, carrément. Et donc, on valorise aussi la niche écologique du bois mort. Donc, il y a des insectes sacro-xylophages qui dépendent du bois mort. Et donc, on ne veut pas supprimer cette niche écologique de nos parcelles, donc on laisse du bois mort en l'air, mais aussi au sol. Mais voilà, on évite ce qui est dangereux, évidemment, on ne veut pas se casser. Avoir une branche qui tombe sur la tête ou quelque chose.
Ah bah oui, parce que quand il y a des grands châtaigniers, c'est quand même très dangereux parfois quand ils sont morts. Oui, je comprends. Ouais. Et comment vous cohabitez avec les sangliers, les chevreuils, les blaireaux et tous ces faunes Donc en fait, on a dans cette zone de forêt-jardin qu'on dit est la zone 1, grosso modo, 1, 2, mais principalement 1, vu qu'on y installe, et on va surtout y installer beaucoup d'herbacées et de tubercules, les sangliers par exemple peuvent faire des gros dégâts. Donc on a choisi cette zone-là de la clôturer avec une clôture en branchage qu'on a fabriquée. Sinon, quand on fera une prochaine zone de forêt-jardin où on aura moins besoin de mettre des herbacées, parce qu'en fait, on aura en gros mis toutes les herbacées dont on a besoin pour nous alimenter dans la première zone, dans cette seconde zone, ce qu'on compte faire, c'est les 3 premières années à peu près, clôturer temporairement, le temps d'installer les fruitiers, les arbres et la végétation, les buissons, etc. Et puis, une fois qu'ils se sont assez développés et qu'un sanglier qui passe et qui gratte, c'est pas un problème, de rouvrir pour en fait partager cette surface avec le reste du vivant, mais sans juste avoir tout notre travail saccagé les quelques premières années, quoi. Voilà. Je voudrais revenir sur l'histoire des topinambours. Il y a quelque chose qui me trotte depuis tout à l'heure, c'est que on va booster certaines espèces, booster la croissance. Alors je comprends bien, quand on est pressé, on veut que ça pousse, on veut que ça donne, on veut de la productivité. Mais parallèlement, est-ce que ça ne va pas épuiser ou altérer la résilience des plantes? Parce que si on compare avec la croissance du bois, on sait très bien que les années où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de pluie, ça fait des grosses cernes, mais ça fait aussi du bois plus fragile. Donc si on rapporte ça à la croissance des autres végétaux, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, personnellement, nous n'avons pas encore du recul. On s'appuie plus sur le recul d'Ernst Gutsch ou de Thermodynamics en Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas relevé des soucis de fragilité de l'arbre. Ce qui constate, c'est une vigueur remarquable. Et dans nos petits essais chez nous, c'est ça qu'on voit aussi. C'est surprenant de voir un arbre, par exemple, on a greffé un cerisier côtier, on a coupé son porte-greffe à, disons, 25 cm du sol, on a mis un greffe en dessous avec 2 yeux, et ça a poussé 2,50 m en un an, et c'est ramifié énormément. Il a une forte vigueur et c'est comme si il n'y avait pas de perte de résistance, de force, de rigidité dans sa pousse, mais c'est validé dans les années à venir. Klaus de Thermodynamics en Nouvelle-Zélande, ils ont des arbres qui poussent très fort et deviennent énormes, et 25-30 mètres de haut, et il n'y a pas un souci de fragilité qui a été relevé pour le moment. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, je crois qu'on peut remercier Delphine et Daniel. Merci. Et puis, merci beaucoup au Fil des Arts d'avoir organisé cet événement. C'est un grand plaisir de participer. Merci. Merci.